Bon, il fallait qu'on en parle parce que c'est une décision inédite de la Cour de cassation, la plus haute instance juridique qui vient, tenez-vous bien, de requalifier un chauffeur Uber en salarié. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. Donc la Cour de cassation, plus haute instance encore une fois, qui juge que le statut en fait d'indépendant, on parle de chauffeur indépendant, auto-entrepreneur, d'un chauffeur Uber n'était que fictif. Ça veut dire que derrière, il y a bien un lien de subordination. Oui, il y a un lien de subordination permanent parce que la Cour de cassation considère que les chauffeurs Uber ne sont pas libres de choisir leurs clients, d'organiser leur activité comme ils veulent, de fixer leurs tarifs. Ils sont sanctionnés éventuellement s'ils ne respectent pas les contraintes fixées par Uber. Donc ils disent tout ça, ça caractérise une subordination juridique permanente et donc c'est des salariés en fait, enfin en tout cas pour le cas qui a été porté devant la Cour de cassation, la personne devrait être considérée comme un salarié et donc on requalifie le contrat de travail et voilà, il peut aller devant les prud'hommes pour obtenir une requalification de son contrat de travail. Plus les indemnités qui et des indemnités au-delà de 100 000 € apparemment. Oui, 123 000 €. Est-ce que c'est un arrêt, on se dit Marc, qui va faire date, qui va faire, comme on dit, créer une forme de jurisprudence et on peut dire enfin que la relation entre Uber et les chauffeurs, elle est tranchée pour de bon. C'est comme la Cour de cassation, quoi. Hein. Alors, elle n'est pas tranchée pour de bon dans le sens où la Cour de cassation peut créer de la jurisprudence, surtout dans ce cas-là où ces remarques sont très générales sur la relation entre un chauffeur Uber et la société américaine. Parce que dans d'autres cas, il peut y avoir un cas très particulier. Voilà. Là, c'est quand même très général. Donc, c'est clair que ça va faire jurisprudence. Mais après, il faut que les chauffeurs aillent devant la justice, aillent devant certains conseils des prud'hommes. Parfois, il y a des conseils des prud'hommes qui font de la résistance, etc. Enfin, là, dans ce cas-là, ça devrait être assez rare. Mais du coup, il faut quand même qu'il y aura des contentieux soient portés devant les juridictions qui décident au cas par cas. Et il peut toujours y avoir des exceptions. Ouais. Ça veut dire qu'il faut s'attendre en France à une pluie, pour le coup, de contentieux avec Uber qui devra faire face à beaucoup de contentieux justement de la part des chauffeurs. Et on sait si tous les chauffeurs justement souhaitent être requalifiés en salariés, parce que la com d'Uber, c'est de dire non, mais quelque part, ils sont satisfaits parce qu'ils sont libres, ils s'organisent comme ils veulent. Alors, tout le monde n'est évidemment pas satisfait d'être en indépendant, même s'il y en a à qui ça convient, puisqu'ils peuvent se connecter à plusieurs plateformes. Hein. C'est très courant de voir des chauffeurs qui travaillent pour différentes plateformes que je ne citerai pas, mais pas que Uber. Et puis, ça implique, pour être requalifié, ça implique d'aller devant les prud'hommes. Ça implique quand même d'intenter une action qui prend quand même plusieurs mois. C'est incertain. Enfin voilà, les chauffeurs n'ont pas tous la volonté de y aller. Il y a ceux qui, ça leur convient d'être indépendants, il y a ceux qui attendent de voir. Récemment, j'ai pris une voiture, j'ai demandé justement à un chauffeur VTC s'il avait l'intention de faire valoir son droit à être salarié. Ouais. Il disait, ah bah oui, dans l'absolu, ça m'intéresse. Mais bon, après, est-ce que les prud'hommes, qu'est-ce qu'ils vont dire, quelle est la procédure, combien de temps ça dure, est-ce que Uber peut continuer si on devient tous salariés. Voilà, pour l'instant, ça reste très flou pour les chauffeurs et c'est vraiment une hypothèse virtuelle. Bon, après l'impact, parce qu'il y a un impact économique, il y a un impact sur le business model, j'ai envie de dire, parce que derrière, ça veut dire qu'Uber va devoir payer, alors en France, parce qu'il n'y a pas que la France, encore qu'en Californie, il y a eu aussi une cour qui va dans le même sens qu'en France, mais Uber va devoir payer des indemnités pour le coup aux chauffeurs qui seront qualifiés, ceux qui le demanderont, et on ne sait pas combien. Il y a 30 000 chauffeurs Uber, quand même, il faut le rappeler, en France. Est-ce que ça veut dire que s'il y a beaucoup de requalifications, ça fait exploser, notamment sur la filiale française, les coûts salariaux, les coûts d'Uber, ça change la donne. Hein. Ah bah ça change totalement la donne. Si les chauffeurs vont massivement réclamer de devenir salariés, le modèle économique d'Uber est en grand péril. Alors que déjà, c'est une société qui a du mal à faire des bénéfices. Il y aura des cotisations patronales à payer. Voilà, c'est beaucoup plus onéreux parce que là, pour l'instant, ils prélèvent une commission et puis le chauffeur se débrouille, il conduit avec sa propre voiture, il en défume l'achat, etc. Il y a les cotisations, comme vous dites, les cotisations patronales. Donc, ça coûtera beaucoup plus cher. Et si c'est un effet massif, si les chauffeurs se disent tous on va se faire requalifier, là, effectivement, ça met en grand danger le modèle Uber. Mais en France. En France. Mais il est déjà, ce modèle Uber, très fragilisé. À Londres, on a retiré la licence à Uber.
En Californie, il y a eu aussi des règles beaucoup plus restrictives qui ont été imposées. Et donc Uber bénéficie de l'effet taille. C'était les premiers. Ils se sont répandus à travers le monde très très rapidement, etc. D'ailleurs, au prix d'un équilibre financier quand même très très fragile. Et donc, si ça se confirme et si ça essaime dans d'autres pays, la Cour de cassation a publié son avis dans d'autres langues, en espagnol, etc., en espérant influencer la réglementation européenne. Enfin, dans chaque pays européen. Et donc, oui, ça pourrait être très, très embêtant pour Uber si ça se généralise et si les chauffeurs décident de faire ce choix. Donc, avec un business model qui, pour le coup, c'est la question qu'on se posait, qui est en danger, encore une fois, si tous les chauffeurs indépendants se retrouvent salariés. Ça change la donne, ça change l'équation. Ça change la donne et ça montre que le législateur, s'il veut garantir que ces chauffeurs soient toujours un statut qui n'est pas celui du salarié, il va falloir qu'il trouve une martingale. On sait que Emmanuel Macron a essayé plusieurs fois de trouver une voie moyenne entre le chauffeur totalement indépendant, avec peu de garanties sur la fixation des prix, sur leur rémunération, etc. Et un statut totalement de salarié. Il y avait la loi mobilité qui est passée il y a quelques mois, qui prévoyait, en échange de la signature de chartes sociales, qu'il y avait une présomption de travailleurs indépendants et donc on ne pouvait pas requalifier les chauffeurs en salariés. Et cet article a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et donc là, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose à inventer entre le salarié pur et l'indépendant pur. Et voilà, la question du troisième, ce qu'on appelle le troisième statut se pose. Est-ce qu'il y aura un troisième statut? On n'en sait rien, ce n'est pas la solution idéale. Et donc Uber a du souci à se faire sur la viabilité de son modèle. Et encore une fois, il n'y a pas que la décision française. Uber a été très contesté à Londres et assez en difficulté en fait. Bon, voilà. Que dire de plus avant de se quitter, Marc? Le point sort chaque semaine, tous les jeudis, on va avoir la couverture de cette semaine. Ceux qui croient en la France malgré la CGT, tiens, il était là hier, le secrétaire général Philippe Martinez de la CGT, on a dû lui montrer hier la couverture. Déjà, il y avait l'autre couverture qui n'avait pas dû lui faire plaisir. Voilà, c'est pour ça il y avait une couverture sur... Il faut se rappeler, oui, c'est il y a un mois et quelques. Voilà, sur les grèves contre la réforme des retraites déclenchées par la CGT et d'autres blocages qu'on a imputé à la CGT. Cette couverture avait je ne me rappelle plus quel était le titre de la couverture, mais c'était la CGT ruine la France, quelque chose comme ça. Et du coup, ça avait très bien marché. Et voilà, on constate que l'attractivité de la France progresse malgré notamment les mouvements de grève contre la réforme des retraites, malgré ce qui a pu dégrader l'image de la France, le mouvement des Gilets jaunes à l'étranger, etc. Dans les pages éco, qu'est-ce qu'on retrouve dans les pages éco de cette semaine? Notamment, on retrouve une enquête sur la réforme de la fonction publique qui est passée un peu sous les radars, mais qui pourrait changer à terme le paradigme, le modèle de la fonction publique à la française avec le statut, c'est-à-dire que le gouvernement a discrètement ouvert totalement la fonction publique à des personnes sous contrat et non pas avec le statut de fonctionnaire. Voilà, donc il pourrait y avoir une souplesse de gestion beaucoup plus importante dans la fonction publique et ça s'applique modernisation catimini, c'est ça? Un peu. Et donc, comme il y a eu des actualités assez fortes à ce moment-là, ça n'a pas focalisé tout à fait l'attention, mais en fait, c'est une des réformes importantes et qui pourrait changer la donne sur les emplois dans la fonction publique. C'est passé sous le radar, mais pas sous le radar du Point. Voilà, exactement. À lire cette semaine, avec bien d'autres articles. Dans le Point, ceux qui croient en la France malgré la CGT. Merci beaucoup, Marc. Merci, David. Salut.